internautes, bonjour, bonsoir. Eh bien, c'est Kamasphère. Ça fait quelques semaines que nous n'étions pas présents avec vous, mais aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons faire une émission historique, puisque nous avons ici à Kamasphère Monsieur Keklar, oui, qui est un militant des premières heures du mouvement écologiste de l'appel, du martyr Pierre Davidas, qui a écrit un livre très important, Ce que je dis du sionisme. Il est là, aujourd'hui avec nous. Et nous avons notre ami Michel Lucidné, que tout le monde connaît dans la Caraïbe et aussi dans les milieux de la décolonisation, puisque c'est un, comment dirais-je, il a été un prisonnier politique et qui aujourd'hui peut avoir un regard explorateur sur la réalité de la Martinique, que nous allons interroger, ainsi que notre frère Keklar. Eh bien, nous allons commencer par Monsieur Keklar. Je dis oui. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Kamasphère. Merci. Hein? Et vous êtes une figure intéressante parce que vous êtes l'un des fidèles de Pierre Davidas, oui, qui nous a beaucoup apporté au niveau de la Martinique par ses recherches, au niveau de son savoir et de ses investigations préventives, parce qu'il nous a avertis sur plusieurs thèmes, sur plusieurs sujets, concernant les problèmes sismiques, concernant l'empoisonnement, oui, par des pesticides. Oui. Bien sûr, il a créé l'organisation L'Appel. Il a travaillé au début avec M. Malsa, Garcin de Sainte-Anne, qui a aussi créé la Sopamar, le Modémas. Nous allons vous interroger sur ce sujet, vous allez nous éclairer. Oui. Monsieur camarade Lucidné, je crois que pour nous c'est très important parce que dans notre tradition africaine, on dit que lorsqu'un vieux il meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Je crois que pour la jeunesse martiniquaise, vous êtes vraiment une bibliothèque de savoir et que par conséquent, nous aurions aimé que, eu égard à la réalité, que vous nous donniez par exemple vos points de vue sur l'évolution du mouvement nationaliste à la Martinique et notamment des perspectives, comment dirais-je, électorales, notamment sur l'Assemblée unique en perspective. Nous allons revenir sur ces questions. Monsieur Keklar, oui, parlez-nous un peu de votre historique dans l'appel et parlez-nous un peu de l'appel. Et à travers vous, nous voulons mieux connaître l'écologiste Pierre Davidas, oui, et aussi faire une démarche de reconstitution parce que il nous faut aller sur ses traces, voir effectivement ce qu'il nous a laissé, parce que Pierre Davidas, à notre avis, fait partie du patrimoine de chercheurs martiniquais que nous devons, je ne dis pas vénérer, mais que nous devons essayer de tirer les enseignements de son travail. À vous. Monsieur Matandal, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important. Parce qu'effectivement, monsieur Pierre Davidas, c'est lui le membre fondateur principal de l'Appel, qui a créé l'Appel pour défendre les intérêts principaux et en ce qui concerne l'écologie à la Martinique. Parce que je pense honnêtement que M. Pierre Davidas, et c'est très documenté, et c'est vraiment documenté, hein, qui a pris cette histoire au sérieux et en profondeur pour, comment dirais-je, dénoncer en quelque part de toutes sortes des différents problèmes qui se trouvent à la Martinique. Par exemple, comme vous venez de dire, et les pesticides, en ce qui concerne aussi, la méthode VAN,
hein, la méthode Van, qui est très importante, ainsi que d'autres éléments qui nous concernent. M. Pierre Davidas a créé l'appel avec, en principe, 2 ou 3 personnes, des gens qui étaient volontaires pour pouvoir aller dans les mêmes directions que lui. Et c'est M. Robert Ancio qui était le responsable de tout ça, et même, qui faisait partie du mouvement. Et il y a monsieur, comment on appelle encore, monsieur, celui qui défend les intérêts, comment dirais-je, qui a monté monsieur Florent, Grabin Florent, hein, monsieur Grabin Florent, qui est maintenant président j'oublie le nom, de son association, hein, mais enfin par la suite vous allez le savoir parce qu'il parle souvent à la télé et qu'il présente son association, ainsi que moi-même qui était avec lui, qui allait un peu partout sur les ondes, porter des informations au sein de la population sur pas mal de points essentiels que courait toute la Martinique, dans toutes les communes, pour pouvoir informer le peuple de tout ce qui se passe. Bien entendu, il y avait, je me souviens, il y avait des gens qui nous prenaient au sérieux, et d'autres, comment dirais-je, qui nous disaient est-ce que travail est à l'âge de café là, comment dirais-je, que c'est bon travail, parce que nous n'a pas écouter les autres, et que effectivement on n'a pas écouté certaines personnes. On a pris notre bâton de pèlerin, et justement on a fait faire passer progressivement ce message pour permettre à la population de mieux comprendre, hein, certaines choses sur le plan écologique, en ce qui concerne, comment dirais-je, les différents poisons, oui, pour pouvoir ils empoisonnaient le peuple avec des pesticides, hein, que vous connaissez, que tout le monde connaît, et que finalement qui étaient cachés, et qu'ils ont tué beaucoup de Martiniquais. Parce qu'ils n'ont pas informé des Martiniquais dans de bonnes conditions, même avec, comment dirais-je, je dirais, je ne vais pas citer certains médecins, même certains médecins, comme dire, ne faisaient pas passer le message non plus, et pour dire à ces gens-là qui utilisaient ces pesticides que c'était un poison, que c'était des poisons violents. Oui, M. Kikla, vous avez parlé de pesticides, oui, de maladies, oui. Et il y a des rumeurs concernant ces pesticides, ces maladies. On voit les hôpitaux bondés. Oui. La santé martiniquaise va mal, selon les spécialistes. Et je me souviens que l'honorable auteur de discours sur le colonialisme parlait de génocide par substitution. Oui. Et donc, les atteintes des pesticides, les maladies cardiovasculaires, oui. Le cholestérol, la tension, etc., le diabète et tout ça, Oui. Ce sont des fléaux qui actuellement déciment une partie, je veux dire, des plus paupérisés de la population. Et on peut dire que c'est une catastrophe au niveau national. Problème de santé. Et on revient à M. Davidas qui avait souligné dès le départ un certain nombre de choses concernant les périls que nous aurions à affronter concernant l'alimentation, et nous sommes en plein dedans. Mais comment se fait-il aujourd'hui où l'écologisme s'est épanoui, est devenu une doctrine qui fait vivre certaines politiques, une doctrine qui sert aussi de soupape, de diversion. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de M. Davidas? Et je suis allé dans les archives de Google, d'Internet. Nous avions
une plaquette à faire concernant l'œuvre de M. Davidas. Nous n'avons pas trouvé une seule photo. Seul M. Raphaël Confiant et le journal Antilla, que je respecte, a mis des articles et a même fait, comment dirais-je, des articles posthumes, très peu d'ailleurs, sur l'écologiste M. Davidas. Comment pouvez-vous nous expliquer que ses pairs, c'est-à-dire Garcin Malsa, qui a été initié, vous me direz si je me trompe, par Pierre Davidas, comment dirais-je, Louis Régis Gabriel et un certain nombre de gens qui font un travail assez respectable concernant l'écologie, comment ils ne renvoient pas aux sources et aussi, on peut dire, à leur initiateur, la personne de Pierre Davidas, pour en parler. Est-ce que c'est le fait que Pierre Davidas, en tant qu'écologiste, mais en tant que aussi chercheur antisioniste, qui a écrit un livre sur ce que je dis du sionisme, a en fait mis le pavé dans la mare et s'est trouvé dans une situation en délicatesse avec un certain nombre de ses, comment dirais-je, de ses amis, et même avec le système, et que finalement, Pierre Davidas, auquel nous devons beaucoup de travaux, est enterré dans l'oubli. Comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. À mon avis, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Et certaines personnes, je dirais, certaines personnes politiques ont servi de M. Davidas pour faire leur politique. Vous voyez? Pour faire émerger leur politique en disant qu'ils font aussi l'écologie. Mais c'était basé sur le plan politique pour faire leur propre politique et que M. Davidas lui-même n'avait pas cette idée d'entamer, de faire le terme politique, mais M. Pierre Davidas faisait ça dans un bon escient pour pouvoir porter des informations précises, pour pouvoir aider le peuple martiniquais sur ce plan-là. Mais malheureusement, il y a des gens que je ne vais pas nommer, que vous le savez aussi bien que moi-même, qui se sont servis de M. Pierre Davidas, le développement idéologique de M. Pierre Davidas pour faire leur politique, et que vous voyez maintenant, comment dirais-je, ils parlent de certaines choses, ils ont brusquement sorti du placard certaines choses, par exemple certains noms de pesticides que les gens ne connaissaient pas d'ailleurs, qui disent ça à la radio. Il parle aussi du professeur, le professeur Van, et qui a inventé cette méthode pour pouvoir réfléchir sur certains points, pour pouvoir analyser. Voilà. Nous y reviendrons. Oui. Merci déjà pour cette approche, et nous allons revenir tout à l'heure sur son livre, Ce que je dis du sionisme. C'est un livre qui plonge la Martinique dans, dans un contexte international, puisque le sionisme, c'est important, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme. Nous allons revenir. Eh bien, nous allons revenir aux frères, aux camarades Michel Lucidné. On vous remercie à Camasphère d'avoir voulu vous présenter mais en même temps pour nous honorer, parce que en fait nous voulons que vous nous parliez un petit peu de l'historique de votre militantisme, parce que je pense que vous avez mouillé votre chemise, vous avez mouillé, comme on dit, vous avez plongé, je veux dire, entièrement dans, comment dirais-je, dans la mouvance du mouvement de libération, et
il est très souhaitable que vous nous faites un petit préliminaire sur cela avant de rentrer dans les questions que je vais vous poser. Alors, c'est un grand honneur pour moi aussi d'être là sur ce média qui, je suppose, va dans le temps porter un maximum d'éléments pour l'évolution de notre peuple et de l'opinion internationale en ce qui concerne les réalités, la situation et tout ce que nous vivons en Martinique. Parce que nous assistons en Martinique depuis une trentaine d'années et même au-delà d'une surenchère qui vise à détruire tous les acquis du mouvement national martiniquais. En fait, avec l'électoralisme dans lequel nous sommes plongés depuis un certain nombre d'années, on a assisté de manière presque impuissante, on peut le dire, à un recul du sentiment national dans le peuple, même si en même temps il y a l'émergence et il y a le maintien justement d'une pensée forte, d'une pensée rebelle, révolutionnaire si on peut dire. Alors pour revenir un tout petit peu à moi, bon, on ne va pas tout dire, mais on peut dire que je suis un Martiniquais qui a su allier l'analyse, la parole et l'acte. Puisque j'ai été à 3 reprises prisonnier politique pour avoir fait des causes et pris position pour tout ce dont nous avons dénoncé jusqu'à maintenant sur ce média-là. Et là, je me trouve depuis un certain temps confronté à un colonialisme ultra violent, ultra puissant et symbolisé et mené par un certain nombre de politiciens. S'autoproclamant indépendantistes ou nationalistes ou réparationnistes. Alors, le danger, c'est que ces politiciens, pour œuvrer, pour mener à bien la mission qui leur a été confiée par leur maître, parce que ce sont tous des gens employés, salariés des institutions coloniales. Et pour mener à bien, donc, ils cherchent à plonger le peuple dans ce qu'on qualifie d'électoralisme. C'est-à-dire que arrêter, bloquer, mise en sommeil et amener le peuple à se soumettre, à se compromettre par le biais des élections. Parce qu'en Martinique, il y a un calendrier électoral qui ne s'arrête pas. En permanence, on vote, on vote, on vote. Vous parlez, camarades, d'élections. Effectivement, il y a un agenda électoral très, comment dirais-je, expansif. Mais en réalité, le pays Martinique vit des problèmes. Il y a le chômage, il y a la paupérisation, il y a la jeunesse dans le désarroi. Et nous sommes dans une logique d'assistanat qui va se renforcer puisque on parle aussi de l'Assemblée unique pour un pays qui depuis 1946 n'a pas pu développer une économie. Donc nous allons à la catastrophe. Nous allons à la catastrophe. Est-ce que nous allons dans une explosion sociale, une explosion de chômage, une exaspération, comment dirais-je, dépaupérisée du peuple, comme cela se passe aujourd'hui en France, en Europe, en Espagne, en Grèce, etc., etc. Et alors que nous sommes très médiatisés en tant que soi-disant Dom, Tom et Whip, et on constate qu'il n'y a aucune répercussion de tous ces mouvements qui pourraient, comment dirais-je, faire en sorte que le peuple ne puisse pas, comment dirais-je, plonger sa tête
comme l'autruche, mais regarder un peu à l'extérieur ce qui se passe pour comprendre qu'il doit assumer ses responsabilités. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand même, nous sommes dans une conjoncture régionale où il y a de grandes choses qui se passent au niveau des pays de l'Amérique du Sud, au niveau du Brésil, au niveau de la Caraïbe, qui donc des pays qui sont proches de nous, c'est-à-dire beaucoup proches de nous que par rapport à l'Hexagone qui se trouve à 8000 km. Il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut rappeler aussi que nous sommes dans un contexte insulaire où nous avons des amis, des peuples voisins, des peuples frères, des peuples insulaires, de la mer Caraïbe, de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Mayotte, etc., etc. Des millions d'habitants, une démographie importante, des milliers de kilomètres carrés et plus, des millions, et une perspective à partir de ce contexte géopolitique de développer une réflexion sur une nouvelle économie, de nouvelles dispositions qui pourraient nous assurer peut-être déjà des perspectives économiques, puisque si les élections, comment dirais-je, s'organisent aux Antilles, je pense que ce n'est pas uniquement pour, comment dirais-je, les agendas des politiciens, mais derrière une élection, il y a, semble-t-il, une volonté d'améliorer les choses pour cette population et tel que vous le dites, il n'y a pas de volonté politique. Donc, par conséquent, nous allons vers une impasse. Donc, ce que je veux dire, eh bien, où mettre la tête, camarade Lucide? Alors, pour répondre à tes interrogations, camarade, il faut dire que nous vivons une grande catastrophe. Nous ne sommes pas anti-élections. Un jour, nous allons devoir appeler notre peuple à des élections autres que ces élections-là. Parce que il faut savoir que en Martinique, nous avons une population, une démographie qui est en baisse, qui régresse. Il y a des départs vers ce qu'ils appellent la métropole, et il n'y a pas de retour. C'est-à-dire il y a une fuite des cerveaux, une fuite de notre jeunesse, une fuite de tous les éléments qui auraient pu reconstruire ou aider à la reconstruction de ce pays-là ou débarrasser ce pays-là du colonialisme. Depuis 76 ans, il y a la départementalisation. La départementalisation a été jusqu'à présent vécue par notre peuple comme une arnaque, comme un leurre. La départementalisation a permis de détourner notre peuple de ses vrais combats et a permis aussi l'intrusion de politiciens d'un genre nouveau. On les voit dans tous les camps, dans toutes les tendances. Et puis, il y a le génocide par l'économie, c'est-à-dire que notre peuple et les jeunes, en majorité, subissent de plein fouet cette absence de moyens de survivre. Il y a la crise du logement. Le logement est dédié à des Français qui séjournent pendant des périodes plus ou moins courtes ou longues dans notre pays. Et ça, avec la bénédiction de tout ce qu'on appelle les élus locaux. Alors, depuis les lois de la départementalisation, par exemple, on a vu que la corruption qui était là déjà enfouie dans les marigots du système colonial, on a vu que cette corruption-là s'est généralisée. La corruption est devenue la norme en Martinique. En 76 ans, 77 ans de départementalisation, qu'est-ce qui s'est fait? Des ronds-points, 2-3 lycées et rien d'autre. 60 000 chômeurs, ce sont les chiffres de l'administration coloniale, mais il faut multiplier ça par 2 ou par 3, avec des conséquences induites sur la majorité et sur la masse de personnes, de consommateurs potentiels. Donc on vit un drame, on vit en plein cauchemar, légitimé
par la classe politique. Donc, À quoi servent les élections? Est-ce que ce sont des élections pour le peuple ou ce sont des élections suivant un agenda du nouvel ordre mondial? ces élections-là ne servent qu'à légitimer cette pseudo-démocratie. S'il y a colonialisme, il y a colonisation, il ne peut pas avoir de démocratie. Donc, ces élections-là légitiment et font croire au peuple qu'avec les élections, on pourra tout changer, on pourra tout faire. Alors, lorsqu'on parle ainsi, alors nos détracteurs, les détracteurs de l'évolution au sens progressiste du terme de ce pays-là, alors ils nous rétorquent, ouais, mais qui ça voulait? Où les fait la lutte armée? Et on va y revenir tout à l'heure. On peut dire deux mots sur la lutte armée tout à l'heure, parce que la lutte armée, c'est quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, le peuple, en fonction de l'oppression et de tout ce qu'il subit, il décide des moyens dont il dispose pour se faire entendre. Bon, voilà, en gros. Nous avons eu un échange avec des militants qui se trouvent du camp, on peut dire, des patriotes. C'est un intellectuel qui soutient le mouvement de la créolité, qui revendique le droit à la néocolonisation, pour la Martinique, parce que tous les chemins sont bouchés. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dis que c'est excessivement grave. Il y a par exemple le camp des militants du MIM, sous la direction de leur leader créole, M. Alfred Marie-Jeanne, qui propose à notre peuple des voies de capitulation. Alors, pour accéder à cette capitulation, il faut tout un agenda, tout un calendrier avec des discours stéréotypés pour nous détourner de notre lutte. Donc, il faut savoir que ces organisations-là et les autres, ce sont des organisations affiliées à la créolité. La créolité n'est ni un concept, c'est une posture coloniale qui incite, qui d'abord va par tout un ensemble d'actions, d'activités, de choses, va abrutir le peuple. Et le peuple abruti, sera ainsi beaucoup plus malléable pour avaler toutes ces postures-là, y compris la créolité. On évoque Marcel Manville qui parlait du phénomène des écailles et Désiré qui parlait du bocal. Est-ce que vous pouvez symboliser ces choses-là par rapport à la réalité que nous vivons? Alors, je profite de l'occasion, puisque vous avez parlé de notre frère et camarade Marcel Manville, et on a remarqué depuis la mort, la disparition de M. Marcel Manville, tous ces adeptes de la créolité ont profité de cette faille pour pousser justement vers le précipice le peuple, avec toute cette conscience, tous ces acquis que nous avions depuis un certain nombre de temps en Martinique. Et c'est M. Manville qui disait, s'agissant des magistrats français, que dans le cadre de l'institution judiciaire, on pouvait entrevoir sous la robe des magistrats, non pas leur peau, mais des écailles. Et moi, j'ai vécu des situations qui me permettent de confirmer. Des encaillages et l'encaillage, parce que du déchoucage et un choucage. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que tout ça se retrouve dans le bocal de Désiré. Désiré évoquait cette notion de bocal aussi. Donc cette sémantique m'intéresse, j'essaie un peu de m'amuser, mais j'aimerais avoir un développement sur ça. Oui, alors en l'absence de projet, de programme
véritable de décolonisation ou pouvant amener le peuple à un éveil de conscience très, très élevé. Alors, il y a toute une faune de politiciens qui arrivent avec des postures ou des mots. C'est-à-dire, on a parlé de bocal, on a parlé de désencaillage, mais en fait, ce ne sont que des postures, mais aucun de ces personnages-là ne s'affirme vraiment comme l'homme, l'individu, ou celui qui va vraiment dire les choses vraies et amener le peuple, et singulièrement ce pays-là, sur des chemins éclairés pour l'émancipation. Avant de vous remercier, je crois qu'il est important de retracer un petit peu un ouvrage qui ne soit pas un ouvrage folklore, comme on a vu dernièrement, mais un ouvrage assez profond qui resitue les choses fondamentalement pour distinguer, démêler un peu le bon grain de l'ivraie. Et je crois que ce serait bon en tant que mémoire du mouvement nationaliste et anticolonialiste que vous puissiez faire ce travail-là et qu'on trouve d'autres camarades qui puissent y contribuer. Nous allons y revenir, mais je vais continuer, poursuivre avec notre camarade Keklar sur cette question de Pierre Davidas, notre camarade, qui pour nous, si nous devrions avoir un panthéon, entre guillemets, parce que nous devrions faire figurer ces hommes-là, ces héros nationaux en première place. Donc, il a écrit un livre qui a la portée des écrits, à mon sens, de grands leaders. Frantz Fanon, qui a écrit Les damnés de la terre, il a écrit Peau noire et masque blanc, qui bien sûr, il était hors d'atteinte, puisqu'il se trouvait dans le maquis algérien, dans la révolution panafricaine. Et Davidas a écrit un livre, il résidait domicilié en Martinique, ce que je dis du sionisme. Il y a mis en exergue la réalité du petit apartheid existant à la Martinique, avec certaines obédiences, il a nommément parlé des paléontologues de l'esclavagisme. Il les a nommés, notamment des juifs yiddishophones et ashkénazes. Et il a parlé de tout ce qu'il y avait autour du bocal, du système, etc., etc. Et ce livre a été publié aux éditions Antilla. Est-ce que c'est à cause de cela que la dictature du filon a complètement enterré, rejeté, occulté Pierre Davidas, alors que nous considérons que c'est un homme très important? Il a fait un travail pédagogique pour l'information et la formation des générations présentes et futures. Nous ne pouvons pas laisser cet homme dans l'oubli. C'est pour cela que vous, en tant que témoin, j'aurais aimé que vous nous dites quelque chose sur le moment de la parution de ce livre et les procès qu'il a eus, et notamment, il a été ciblé par le garde des Sceaux, M. Badinter, qui avait, dit-on, d'après le témoignage de Davidas, demandé à la cour, au service des obédiences, de casser M. Pierre Davidas. Donc parlez-moi de ce que vous avez vécu dans l'association L'Appel par rapport à ce livre, et si vous le savez, dites-nous un peu ce qu'a vécu M. Davidas par rapport à ça, dans la classe de ses pairs, c'est-à-dire la classe politique, etc., etc. Comment tout cela a été perçu? Chers camarades, je vous dirai ceci. Pierre Davidas, lui, il a voulu éclairer le peuple, faire prendre conscience au peuple, à ce peuple martiniquais,
et connaître beaucoup de choses et faire comprendre vraiment ce qu'ils sont exactement. Le peuple, il y a ceux qui ont essayé de comprendre, ou bien d'autres, comment dirais-je, qui ne voulaient pas comprendre, en faisant passer M. Pierre Davidas pour un fou. Non, je dis la vérité. Pour un fou, c'est pour cela d'ailleurs, ils n'ont pas pris au sérieux M. Pierre Davidas. Pour quelle raison? Je vous dirai ceci, c'est sur le plan politique. Parce que l'effet d'éclairer un peuple dans ce contexte permettrait de faire mieux comprendre à ce peuple qu'il faut prendre leurs responsabilités, sachant pertinemment ce qu'ils sont. Oui, mais je voulais savoir, à un moment donné, il a commencé l'association écologique avec des collaborateurs. Est-ce que c'est à cause de ce livre que certains, dont, pour ne pas le nommer, l'un des, comment dirais-je, des responsables de la SOPAMA s'est distancé de lui? Il y a eu un phénomène d'isolement. Parlez-nous un peu de ça. Est-ce que c'est par rapport à ce livre? Oui, parce qu'il y a eu un procès. Oui, il y avait un procès. Mais je vais vous expliquer, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que Pierre Davidas ne voulait pas justement entrer dans ce contexte politique que certains d'entre eux faisaient. Mais c'est problématique parce que vous dites qu'il ne voulait pas rentrer dans la sphère politique et il y a eu un attentat dirigé contre lui à Génipa. On a parlé de cocktail Molotov et tout. Oui. Et comme vous parliez de cette manière d'éconduire des militants pour les mettre, comment dirais-je, dans l'underground, il y a eu des tentatives d'assassinat, mais aussi de l'interner à Colson. Oui. Et je crois que devant la nation, il y a une grande responsabilité par rapport à ces choses-là. Et comment dirais-je, qu'il faut clarifier et qu'il faut, comment dirais-je, approfondir, parce que à partir du moment que vous menez un combat et, comment dirais-je, des éléments soi-disant nationalistes se retournent contre vous, soit pour vous éliminer, soit pour vous diviser, donc en quelque sorte, il y a une volonté de détruire, mais de restauration du système, puisqu'on ne peut pas en même temps être en coalition pour combattre un système et de notre côté essayer d'éliminer les éléments déterminés, les militants déterminés qui sont sincères et qui sont à la pointe du combat. C'est-à-dire, de cette explication que vous allez nous dire, je vais revenir à ce cas qui peut-être corrobore toutes les, comment dirais-je, criminalités dont le camarade Pierre Davidas a été victime, puisque nous avons en face de nous, comment dirais-je, un ancien prisonnier politique qui a été soutenu par le peuple, mais qui a eu des vicissitudes par rapport au lâchage. Je vais vous dire quelque chose. C'est que je vous avais dit au départ qu'il y a certains hommes politiques, je reviens là-dessus, qui se servaient de M. Pierre Davidas pour faire leur propre politique. Et que, vous savez, M. Pierre Davidas n'a pas toléré ceci, et il a fait comprendre à certains qu'il n'est pas d'accord sur ce principe. Alors, c'est tout à fait normal que M. Pierre Davidas devenait gênant pour un certain nombre d'hommes politiques que vous connaissez. Ça veut dire qu'ils ont fait passer M. Pierre Davidas comme un fou. Il fallait l'interner parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Et, à mon avis, M. Pierre Davidas avait toute sa faculté pour expliquer certaines choses. Mais on voulait diminuer en quelque sorte
M. Pierre Davidas pour prendre sa place sur le plan politique. Donc, est-ce que c'est à ce moment qu'il y a eu une rupture, une scission, parce que la SOPAMAR a été créée avant l'appel ou l'appel a été créé avant la SOPAMAR? Non, l'appel a été créé avant la SOPAMAR. Et oui, parce que c'est avant la SOPAMAR, c'est que c'est après, comment dirais-je, que quand la SOPAMAR faisait ses discours, parlait et disent des choses, beaucoup de vérité sur certaines choses, sur certains hommes politiques qui faisaient de la récupération, que finalement ça a gêné certains hommes politiques et que finalement qu'ils se sont mis d'accord pour écarter M. Pierre Davidas dans ce qu'il disait, faisait M. Pierre Davidas passer pour un fou. Donc, je vais revenir sur cette question, mais nous sommes en face d'un drame et il y a certains psychologues qui parlent de la mort du père, c'est-à-dire qu'il a été en fait le père fondateur de l'écologie et que ses fils, bon, je ne veux pas parler sans nommer de Garcin Malsa, etc., qui ont souhaité la mort du père pour se substituer du parti. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, je reviens aux camarades et frères Michel Lucidné, puisque nous avons parlé de phénomène de criminalisation des militants et du cas du camarade Pierre Davidas, qui n'était pas véritablement confronté aux situations que vous avez vécues, mais qui a vécu une réalité de lâchage. Vous, camarades, vous avez vécu en plein dans la clandestinité. Vous étiez, on peut dire que vous êtes un militant interrégionaliste, ce qui correspond parfaitement avec notre vision politique des dernières colonies, comment dire, rapport culturel d'union des dernières colonies. Vous avez été un militant régional. Ensuite, vous êtes revenu en Martinique. Vous avez eu un procès. Il y a eu des mobilisations. Et vous avez vécu une réalité de criminalisation des militants et de mise au placard. C'est une situation très grave. Parce que je prends un exemple. Par exemple, dans le cadre des mouvements de l'Afrique australe ou du Tchad ou des mouvements de Libye africains, on liquidait les gens, je veux dire tout simplement ceux qui s'attaquaient aux responsables, aux militants. Ils étaient carrément liquidés par un tribunal populaire. Et nous n'avons pas la prétention, mais je donne un exemple, nous n'avons pas de prétention coercitive, mais par conséquent, moralement, politiquement, il est condamnable de criminaliser des militants d'avant-garde pour faire reculer le mouvement et finalement de leur porter atteinte par quelques moyens, comment dirais-je, tendancieux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer pour cela? Parce que ce que vous dites, ce que nous disons est très important pour la mémoire, comment dirais-je, du mouvement de libération, la mémoire du mouvement ouvrier, parce que tout cela se passe dans un contexte politique national martiniquais. Alors, camarades, nous sommes dans un contexte où il faut dire les choses. Maintenant, parce que le débat que nous avons actuellement là participe à ce que j'appelle la refondation du mouvement national et patriotique. J'ai moi-même monté un mouvement, un groupe que j'appelle Nouvelle Génération Patriote. Parce qu'on a vu, de nos jours, quand vous dites que vous êtes un patriote, vous êtes tout de suite assimilé à des éléments du mime. Donc vous êtes un pestiféré parce que le mime, au travers son discours, son manque de perspective et tous les cancans qu'ils animent à longueur de journée font ou reculer justement toute cette belle conscience pour laquelle nous avons milité, nous sommes saignés, nous sommes tant donnés ces derniers temps. Donc il faut une refondation
de ce mouvement, avec de nouvelles pensées, une nouvelle philosophie, une réactualisation de notre lutte. Et vous savez, dès mon retour en Martinique, j'étais tout de suite mis à l'index comme celui qui va empêcher de tourner en rond. Parce que les pseudo-nationalistes martiniquais, je parle du CNCP, du MIM, du MODEMAS, ils avaient déjà le projet sionisme, le projet de soumission. Et ce projet-là, ce projet diabolique qui consiste à amener le peuple martiniquais vers ce qu'on appelle des voies de garage. Donc ils avaient tout de suite perçu en moi, ils avaient vraiment un ennemi, il faut dire le mot. Donc même si par un moment donné, à période chaude, il y avait des procès, il y avait tous ces événements autour de moi, il n'avait pas d'autres moyens, d'autres choix, c'est-à-dire rester inactif, ne rien faire, ne rien dire, ce serait vis-à-vis du peuple tout de suite se découvrir. Donc, c'est vrai que j'ai été l'objet, en fait, j'étais l'ennemi à abattre. Et je ne vous cache pas que j'ai dû tirer sur un militant du MIM, parce que j'avais sorti un petit magazine avec d'autres camarades qu'on appelait Tambou Marron. Et lors de ces présentations de ce magazine-là, public, sur la voie publique, il y a eu une tentative de me heurter avec une voiture, et c'était des gens du MIM. Donc j'ai dû faire usage d'une arme sur ces personnes. Et ce que je dis là est très important, c'est de l'histoire. Il faut que le peuple martiniquais et l'opinion internationale sachent qui est qui. Parce que ces personnes-là, ce sont les mêmes qu'on voit dans les instances internationales qui vont au-devant pour tenter de donner une représentation de notre lutte de libération nationale. Il faut que ces gens-là, et là je m'adresse directement à l'administration coloniale, il faut que, parce que nous allons vers des luttes autres que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Parce que lorsqu'on a toute une jeunesse comme ça à la rue, une prostitution masculine, féminine généralisée, une absence de perspective, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste qu'à prendre conscience et à nous battre et à nous dire que nous voulons un lendemain autre que ce que nous propose l'administration coloniale avec leur suppôt pseudo-nationaliste et créole ici. Donc, qu'on nous a dit en langue nous, tout l'espoir pas mort. Donc pour l'instant, on entend, on voit sur les tréteaux électoraux toute une faune de créoles, d'individus, de politiciens qui ne sont là que autre que pour faire perdurer, faire gagner du temps au colonialisme français et nous enfoncer notre peuple dans l'oubli de leur histoire, de leur civilisation et autres. Donc, il faut que l'administration coloniale comprenne que nous ne voudrons pas de ces individus-là ici. Les politiciens, quand je parle des politiciens, je parle de toute cette forme d'élite depuis 50 ans qui ont court-circuité nos mémoires, qui ont court-circuité notre histoire, qui ont servi l'administration coloniale. Toutes ces personnes-là dont j'ai énuméré jusqu'à maintenant, là, ou sinon leur parti, ils devront rendre des comptes. Parce qu'ils ont été aux affaires, ils sont aux affaires, et ils continuent à prétendre encore tirer profit, bénéfice de la situation, de la souffrance de ce peuple. Quand vous dites qu'il faut rendre des comptes, maintenant, vous savez que c'est la justice française, bien souvent dans certaines affaires concernant les militants, des choses qui sont répréhensibles, comme ce que vous signalez, comme ce que notre camarade a signalé, eh bien ça se passe devant la justice. Et la justice aujourd'hui, que représente-t-elle par rapport à notre lutte? Il y a beaucoup d'affaires qui se passent devant la justice, comme les procès de Jam, comme différents
Mais est-ce qu'on a le sentiment que sans une, comment dirais-je, une évolution véritablement nationale, que la justice sera vraiment rendue? Donc c'est cette, je vous ai juste interrompu par rapport à cette question, parce que il y a effectivement des choses à juger, inévitablement, parce que ce sont des crimes politiques, des crimes contre la nation et des formes d'escroquerie politique qui ont été faites et qui sont inacceptables. Mais quand on parle on peut parler aussi de réconciliation nationale. Donc, peut-il y avoir une réconciliation nationale sans avoir jugé, comment dirais-je, les criminels qui sont de l'intérieur et aussi de l'extérieur? Donc, nous sommes en face d'un cas véritablement de conscience où que faire? Parce que il y a des militants qui sont conscients comme vous que effectivement, comme dit Dieudonné Mbala, que la situation part en cacahuète. Mais en réalité, il propose quelque chose de très louable, de faire un état des lieux. Mais est-ce qu'on peut faire un état des lieux avec des gens qui ont trahi, des gens qui ne veulent pas se remettre en question, des gens qui veulent être toujours les premiers, alors que nous savons que dans une évolution, que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Donc, est-ce qu'on va vers une situation de règlement de justice ou est-ce qu'on va dans une confrontation, puisque nous avons le colonialisme et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le néocolonialisme. Donc, où vont se situer les militants? Est-ce qu'ils seront entre l'enclume et le marteau? Et comme vous dites, il y aura une nécessité légitime, vitale, d'exister dans cette situation. Donc, c'est cette problématique-là qui nous interpelle dans la situation actuelle que nous décrivons pour l'avenir, pour l'évolution. Et j'ai voulu faire ce petit rappel pour vous dire que effectivement cela est inquiétant. N'est-ce pas, monsieur? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir qui est qui. Et l'administration coloniale n'a aucun intérêt à faire un état des lieux, à se pencher sur les activités. Non, l'état des lieux dont je parle vient des militants. L'état des lieux dont nous avons parlé hors antenne et maintenant, c'est un état de lieu dans lequel nous y sommes. Hein. Nous sommes en train de remettre les choses à l'heure, de proposer une alternative, d'autres perspectives et de désigner l'ennemi aussi. Il y a un ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur, il faut le désigner, il faut qualifier. Mais nous voulons susciter aussi, de la part des militants, une prise de conscience, comme cela s'est fait au niveau des populations. Nous avons vu que dans certaines populations, il y a eu un sursaut de prise de conscience et en dépit des tergiversations, le peuple s'est prononcé. Donc je crois qu'il nous faut donner aussi cette possibilité de discernement aux militants qui se démarquent de la pensée unique et des dictatures pour rejoindre le peuple, parce que c'est le peuple qui est la loi, le peuple qui est la souveraineté. Donc je crois que plutôt d'aller à la confrontation, il faudrait que peut-être les Martiniquais sincères, les militants sincères, les patriotes sincères désertent la dictature, désertent la pensée unique et rejoignent le peuple pour éviter un affrontement, comme il y a eu en Yougoslavie avec Ceausescu, etc. Comme on voit. Donc il y a une nécessité de trouver, parce que nous sommes des pédagogues, nous sommes des dialecticiens, nous voulons éviter la confrontation et donner, parce que nous avons un peuple intelligent, il a manifesté son intelligence
dans des communes du Sud, il a réagi, donné ce chemin, parce qu'effectivement, dans ce cafouillage avec la popularisation, avec les aspirations de la jeunesse, etc., il y a une volonté de passer aux actes. Mais nous préférons faire appel au discernement, à la pédagogie politique, pour dire aux gens, désertez la pensée unique, rejoignez ceux qui incarnent la véritable légitimité pour la nation, afin d'éviter une catastrophe, afin d'éviter la violence et tout ça. Je crois que nous sommes là pour réfléchir. Voilà. Et on dit que lorsqu'on atteint un certain âge, on est considéré comme un sage. Et je crois que nous, en tant que militants, nous avons deux baguettes de réaction. Nous pouvons aussi faire fonctionner la sagesse avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Alors, c'est très bien la démonstration, et c'est dans ce type de cheminement-là que nous devons aller. C'est-à-dire, nous devons appeler, en prenant le peuple martiniquais à témoin, appeler... faire un appel au peuple martiniquais pour lui dire ce qu'il faut faire, plutôt d'arriver à la confrontation. Il faut appeler à la désertion des partis dont nous avons cité, puisque nous avons observé depuis des années, il y a une amplification de l'abstention, par exemple. Il y a près de 20-22% du corps électoral, c'est-à-dire des votants qui se prononcent. Donc on peut dire que c'est une catastrophe et c'est un désaveu pour l'administration coloniale avec ses institutions électoraux. Et démocratique. Oui, et c'est démocratique, dit démocratique. Oui, oui. Et c'est une délégitimation des politiciens coloniaux, ceux qui s'autoproclament politiciens locaux. C'est une délégitimation de cette classe politique. Et l'administration française, je pense, a déjà analysé le phénomène. Donc ils s'attendent plus ou moins à l'après. Alors l'après, moi je pense qu'il appartient à nous, Martiniquais, à faire un travail, à dire les choses, à dire que ces personnes-là... Le travail de conscientisation. Oui, à dire que ces personnes-là ont été missionnées pour remplir leurs poches, à faire vivre leurs copains, leurs familles, et n'ont rien fait. Et nous ne voulons plus d'eux, justement. Ne voulons plus de leur... Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une logique comme 1789 ou la Commune de Paris, où le peuple a comment dirais-je, a décapité ses oppresseurs, etc. On peut, dans le cadre d'une politique fiction, faire toutes les comment dirais-je, les équations. Est-ce que vous pensez que on peut arriver là, que finalement le peuple va se débarrasser en désertant la pensée unique, va se libérer, va s'affranchir de certain nombre de choses. Quand on veut dire décapiter, ça ne veut pas dire violence, ça veut dire qu'il va mettre un terme à, comment dirais-je, à la clé et au cadenas qui sert à, à bloquer, à coffrer un peu la situation qu'elle empire. Est-ce qu'on peut... Alors, depuis quelques années, il y a... Non, nous ne parlons pas de violence. Quand je parle de décapiter, on peut dire que, c'est-à-dire le parti, les dirigeants du parti seront remplacés, les dirigeants des partis illégitimes seront remplacés par des militants légitimes, auxquels le peuple ira vers ces militants et ces partis seront décapités. Ça veut dire que ceux qui sont missionnés pour faire le travail qui n'est pas, comment dirais-je, probant par rapport aux intérêts du peuple ne seront plus là, comme ça s'est passé d'ailleurs, sans les citer, dans certaines communes, le peuple a remplacé. C'est ce que je veux dire. Je disais qu'il y a une maturation des Martiniquais, en ce sens qu'ils appréhendent autrement les politiciens. Les politiciens sont mis à nu. Il y a une médiatisation, dans le bon sens du terme,
de tous ces méfaits, de toutes ces exactions, et cette quête de pouvoir à laquelle se livrent les politiciens, d'où justement ce dont je parlais tout à l'heure, ce boycott des politiciens et ce boycott des élections qui s'amplifie d'année en année. Maintenant, il faut passer à un autre niveau de la lutte, parce que nous allons appeler à voter. Nous ne sommes pas contre le principe du vote. Mais comme j'ai dit tout à l'heure là, ces élections-là, ce sont des élections qui sont organisées afin de ne jamais vous permettre d'être en position de changer quoi que ce soit. Ces élections-là ne font que valider justement le système colonial avec ses illusions. Et tous les politiciens que nous avons cités, y compris ceux qui s'autoproclament nationalistes ou indépendantistes, on peut les citer, hein, CNCP, MIM, Modemas, on les voit. Parce que lorsqu'on parle d'eux, il y a le Palima. Lorsqu'on parle d'eux, oui. Ils sont dans le même panier. Oui, on les voit. Ce sont des gens qui sont là pour valider justement, pour cautionner ce système-là et dénoncer justement les militants les plus remuants. Alors les plus remuants, ce sont des gens comme nous qui veulent porter une autre alternative, un autre discours et éclairer notre peuple et les amener justement ce peuple-là à faire d'autres choix et à prendre vraiment conscience des phénomènes de classe. Et parler aussi des enjeux, parler aussi de la région et des alliances possibles autres qu'avec l'Europe. On a vu ce qui se passe actuellement là avec la Grèce. Donc maintenant, moi je pense que ce sont des éléments qui permettent à notre peuple de comprendre et d'analyser et de comprendre comment le rôle, le jeu sioniste, le jeu vraiment néfaste de l'administration coloniale, relayé ici par toute la classe politique. Donc, il y a un travail à faire pour remodeler, reprofiler justement notre lutte en passant par une période vraiment d'éducation et de formation et de mise à l'épreuve aussi. Parce oui, je crois que c'est très important ce que vous dites, parce que nous disons que la conscientisation des jeunes, la conscientisation en généralité, c'est la mère des batailles. C'est à ce que nous devons nous atteler et c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des terroristes. La preuve, c'est que si nous étions des terroristes, vous et moi, nous ne pouvions pas circuler normalement en ville, ou avoir opinion sur rue, ouvrir nos magasins, vaquer à nos occupations. Nous sommes des citoyens, lambda. Nous n'avons aucune prétention. Nous essayons, dans le cadre, légitime de la respiration de l'oxygène de l'air qui nous est aussi, donné par le souffle de vie, de pouvoir regarder, observer, faire montre de discernement, analyser et communiquer. Donc, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des communicateurs, nous sommes des gens qui essayons de porter notre modeste contribution à l'information, comme on voit aujourd'hui sur Internet. On voit qu'il y a sur Internet des gens qui apportent des informations, qui éclairent tout le monde, et s'il n'y avait pas ces informations, on n'aurait pas cette même vision de ce qui s'est passé lors des 2 guerres mondiales. On ne saurait pas ce qui crée effectivement les problèmes de la dette. On ne serait pas informé. Je crois qu'en fait, nous sommes des communicateurs. Nous ne sommes pas des terroristes et nous l'affirmons, nous sommes contre le terrorisme, mais nous essayons de faire notre travail en toute quiétude parce que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de la mort, puisque conformément à notre esprit de liberté et de justice, et aussi concernant la philosophie africaine, eh bien, nous savons que nous avons une durée de vie, que nous devons respecter
protéger aussi ce patrimoine vital. Et, comment dirais-je, c'est comme le militaire, le français citoyen, il serait prêt à se sacrifier si la France était une nouvelle fois menacée par le fascisme ou le nazisme. Donc nous sommes dans un état normal. C'est ça qu'il faut nous décomplexer lorsque nous sommes des militants. Nous sommes dans un état normal, nous communiquons, nous nous exprimons, nous voulons apporter notre contribution à l'évolution de notre société, mais nous n'avons peur de personne. Et donc je crois que c'est important de clarifier ces choses-là, parce que dans la classe politique, on peut dire, vous avez dit tout à l'heure nos ennemis, oui peut-être, ils jouent sur cette ambiguïté des mots pour essayer aussi, dans le cadre de la criminalisation, puisque nous parlions de ça, de stigmatiser des militants, de tenter de faire le vide autour d'eux et d'apeurer justement la population. Ça, c'est une forme de terrorisme. Une forme de terrorisme intellectuel, une forme de terrorisme de la pensée, que nous réfutons aussi, parce que si nous parlons librement, c'est que nous voulons aussi que ceux à qui on reproche leur bilan politique, ceux à qui on reproche leur collaboration, ceux à qui on reproche, comment dirais-je, le marché, le deal qu'ils ont fait avec le nouvel ordre mondial pour leur permettre de conserver l'étendue des océans peuplés d'insulaires, eh bien nous voulons aussi qu'ils viennent nous répondre. Nous n'allons pas les agresser. Si ils estiment qu'ils n'ont qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent s'expliquer, et même s'ils ont commis des fautes, nous sommes prêts aussi à les pardonner. Et c'est ça le jugement. Quand on parle de réconciliation nationale, quand on parle de juger les crimes commis dans le cadre de, comment dirais-je, des errances nationalistes, eh bien c'est pour résoudre ces problèmes. Et lorsque le sac est vidé, eh bien on repart à zéro, on met un compteur à zéro. Et je crois aussi, on peut dire que nous sommes dans la communication de la dernière chance. Parce qu'il faut donner cette chance à ceux qui ont commis des fautes, des erreurs, des défaillances, plutôt que demain, le peuple, vous savez, la révolte du peuple, elle est impitoyable. Et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois qu'en ce sens, il faut être cool.